Chapitre 1 Prologue. De l'utopie à la désillusion. Pour l'homme, la faute originelle, c'est de s'attacher à l'éphémère par la connaissance. Rudolf Steiner. Tout le monde connaît Louis Pasteur, ou croit le connaître. Aucun homme de science n'a reçu autant d'honneurs, de son vivant ou à titre posthume. Des milliers de rues lui furent dédiées, des timbres et des billets de banque portèrent son effigie, ainsi que des médaillons et images pieuses distribués dans les écoles laïques. L'histoire officielle, tous les manuels scolaires et universitaires, décrivent avec emphase les nombreux bienfaits nés des découvertes de ce grand savant français. Si les détails de sa vie sont peu connus, chacun peut toutefois citer la pasteurisation, la découverte de l'origine des maladies infectieuses, la mise au point et la généralisation de l'asepsie, de l'antisepsie et des vaccins. Pasteur est l'homme qui a dévoilé l'ennemi invisible et amorcé notre victoire sur les maladies infectieuses qui terrorisèrent l'humanité durant des centaines, voire des milliers d'années. L'image du jeune berger guéri de la rage est dans l'esprit de tous. Même avec 100 ans de recul, il est impossible pour le grand public de remettre en cause l'homme et ses motivations, la paternité des découvertes qui lui sont attribuées, le bien fondé de leurs applications actuelles à très large échelle, encore moins de penser qu'il s'est tout bonnement trompé et que nous fonctionnons encore sur de dangereuses erreurs d'interprétation. Si on ne connaît pas Pasteur, du moins croit-on ce que l'on raconte à son propos. Il demeure le modèle idéal d'une démarche scientifique rigoureuse et d'un humanisme triomphant qui nous ont fait émerger des ténèbres de l'obscurantisme. Est-ce l'avis de tous ? Un esprit curieux découvre rapidement que ce n'est pas le cas. Ni l'homme, ni ses idées sur les microbes, ni le bien fondé des vaccinations ne font l'unanimité. Et ces remises en cause émanent de chercheurs dans des domaines aussi variés que l'histoire, la sociologie, la biologie ou l'épistémiologie. Alors, qui fut vraiment Louis Pasteur, Dr Jekyll ou Mr Hyde ? Il y a un siècle, la médecine est incapable de contrôler les maladies infectieuses. Avec les révélations de Pasteur commence une période d'euphorie, historiquement associée à certaines victoires éclatantes sur la maladie grâce à la vaccination, sans considération pour les progrès sanitaires et sociaux réalisés parallèlement et qui expliquent à eux seuls le recalcul du paludisme et de la tuberculose, la disparition de la peste ou du choléra en Occident. Concernant les dangers potentiels des vaccins, les sceptiques de la première heure manquent à l'évidence d'arguments et du recul nécessaire pour fonder leurs appréhensions. La vaccination ne concerne alors que peu de maladies et une très faible minorité de la population mondiale. Aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, 50 ans après la mort de Pasteur, la méthode prend de l'ampleur, mais ses prometteurs sont confrontés à des difficultés techniques majeures. Sérums et vaccins sont loin d'être anodins et efficaces, leur production est laborieuse et très artisanale, l'absence de culture cellulaire implique l'entretien de gros animaux régulièrement infectés puis saignés pour obtenir des sérums. Les virus ne se cultivent alors que sur des animaux vivants, comme ces bovins dont on racle l'épithélium lingual pour obtenir le virus de la fièvre afteuse destiné à la vaccination du bétail. C'est dans cette ambiance morose qu'apparaît une chimiothérapie rénovée, l'antibiothérapie, qui permet de maîtriser des pathologies incontrôlables par vaccination, comme la tuberculose, la streptococcie ou la staphylococcie. Nous avons bien du mal à imaginer aujourd'hui les prodiges réalisés jadis avec des doses infimes de pénicilline, laquelle va littéralement ressusciter des morts, guérir en quelques jours des individus jusqu'alors considérés comme incurables. Le médecin scientifique devient alors réellement un faiseur de miracles, statut qui ne sera pas longtemps tenable, mais qui profitera grandement à la vaccination pasteurienne alors flageolante. En effet, dans les années 50 et 60, des progrès techniques considérables vont ouvrir la voie de la biologie industrielle, ce que nous appelons aujourd'hui biotechnologie, qui permet d'envisager la vaccination de masse contre de nombreuses maladies. Les vaccins deviennent à nouveau le support de tous les espoirs, et l'essor du génie génétique dans les années 70 ouvrira la voie royale de la vaccinologie moderne.
On pouvait dès lors s'attendre à une progression spectaculaire de l'état sanitaire aux quatre coins de la planète, même si la chimiothérapie connaît à son tour la décadence du fait des résistances bactériennes et de très nombreux accidents iatrogènes. Or, en 1998, la médecine n'a pas tenu ses promesses. Elle est toujours incapable de contrôler les maladies infectieuses. Seul le recul historique pouvait permettre la confirmation des craintes quant aux effets pernicieux des vaccinations de masse, qui concernent à présent l'ensemble des populations humaines et animales de la planète, y compris certains animaux sauvages, tels que les renards, vaccinés contre la rage à l'aide d'APA. Ce recul, nous l'avons aujourd'hui, et les réticences autrefois purement subjectives ou intuitives semblent confirmées amplement par l'évolution de l'état de santé mondial, y compris et surtout chez les peuples dits civilisés. Sommes-nous, sur les plans individuels et collectifs, en meilleure santé qu'il y a 100 ans? La réponse objective est non. Il n'aura fallu que 50 ans pour que la chimiothérapie et la vaccinologie montrent leurs limites, leur impuissance et leur dangerosité. Les succès obtenus n'étaient qu'apparents, superficiels, et l'énigme posée à l'humanité demeure intacte: quel est le sens des épidémies et plus globalement des maladies infectieuses? Non seulement les infections n'ont pas disparu, prétendre que ce soit possible dénote une totale incompréhension du monde vivant, mais elles progressent à pas de géant et deviennent résolument incurables. Les virus tiennent le haut du pavé, aux côtés de familles jusqu'alors plutôt discrètes, comme les chlamydia, les rickettsia et certains parasites. Les maladies anciennes sont loin d'être éradiquées, et certaines amorcent même un retour en force, comme la tuberculose, le choléra ou la peste. En quelques décennies, nous sommes passés de pathologies aiguës, fébriles, éruptives et centrifuges, entre parenthèses le sens de la guérison, impliquant au premier chef les défenses naturelles relayées par une immunité spécifique durable, à des pathologies d'emblée chroniques, défectives, caractérisées par une immunodépression généralisée qui apparaît dès le plus jeune âge, parfois dès la naissance. En étouffant les spectaculaires flambées inflammatoires de la maladie aiguë, le feu du désir, nous avons ouvert la boîte de Pandore des maladies chroniques qui mettent en échec et mat la médecine moderne, confrontée à l'effondrement de notre pulsion vitale et de notre immunité. Nous assistons à une véritable floraison de maladies dégénératives et auto-immunes, qu'il s'agisse des cancers ou des affections, détruisant peu à peu nos systèmes régulateurs, nerveux, endocriniens et immunitaires. Ces affections touchent des êtres de plus en plus jeunes, au cœur même des sociétés les plus avancées sur le plan technologique, menacées par une stérilité irréversible et un empoisonnement généralisé par l'industrie agroalimentaire et la chimiothérapie. Les maladies de l'esprit, démences et dépressions, angoisses et névroses diverses, font la fortune des marchands de pilules, depuis les classiques somnifères et anxiolytiques jusqu'aux remèdes infaillibles contre l'impuissance sexuelle et le vieillissement précoce. Les suicides ou crimes d'enfants et d'adolescents sont en constante augmentation, tout comme la mortalité infantile, à nouveau préoccupante depuis quelques années dans les sociétés industrielles. Ainsi, la leucémie et le diabète infantile ont flambé depuis la dernière guerre, de même que certaines viroses, type mononucléose, autrefois réservées à des âges plus avancés. Bien sûr, l'explication officielle est que ces maladies n'étaient pas diagnostiquées avant-guerre, ce qui est certes une réponse logique, mais tout à fait insuffisante si l'on considère que la flambée se poursuit et même s'accélère, alors même qu'on sait parfaitement diagnostiquer ces affections. Que ces néopathologies infantiles soient causées par des microbes ou par des situations émotionnelles intolérables, ce qui importe est que l'effondrement immunitaire est historiquement corrélé à la généralisation progressive des vaccins infantiles, à ce jour dirigés contre 10 maladies graves inoculées avant l'âge de 2 ans. Sur un plan strictement épidémiologique, on ne peut échapper au lien historique entre la généralisation des vaccinations infantiles et la floraison des maladies virales, anciennes et nouvelles, qui devancent aujourd'hui largement les maladies bactériennes, devenues par ailleurs incontrôlables, par antibiothérapie. La corrélation pourrait n'être qu'une coïncidence, mais semble confirmer par nos connaissances nouvelles en immunologie
tout particulièrement l'immaturité et donc l'incompétence du système immunitaire dans les 2 années où se concentre le